docteur Claire et actuellement à l'hôpital des Hautes, qui va nous parler sur les mythes et les maps en réanimation. Les mythes et les maps en réanimation sont un peu tout que les réanimateurs ne connaissent pas et on souhaite connaître sur les thérapies, les nouvelles thérapies ciblées qu'on est confronté de plus en plus à des effets délétères ou à des indications que pour l'instant on ne connaît pas très bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, oui, je m'appelle Raphaël Pierrier, donc je travaille à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg en médecine intensive d'animation. Et je vous remercie de me donner la parole pour vous présenter ce topo sur les MAB et les MIB en réanimation en 2022. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer sur cette présentation. En introduction, donc les MAB sont, comme vous le savez, des anticorps monoclonaux. Pardon, voilà. Je ne suis pas encore transparent. Des anticorps monoclonaux et dont un des chefs de file historique est le trastuzumab, qui est encore utilisé dans les cancers du sein exprimant HER2. Les MIB, quant à elles, ne sont pas des anticorps monoclonaux, ce sont des inhibiteurs de protéasome qui sont utilisés dans le myélome multiple, un des chefs de file historique étant le bortezomib. Alors on va beaucoup plus parler des MAB que des MIB, puisque la pharmacopée est beaucoup plus étendue concernant les anticorps monoclonaux. Et donc, pour rappel très simple, donc, comme tous les anticorps, ils sont composés de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères. Et à l'extrémité chaîne lourde et chaîne légère se trouvent des régions hypervariables dont la recombinaison va permettre de former des paratopes ayant une grande variabilité pour pouvoir reconnaître l'épitope, qui est donc la partie de l'antigène qui va se fixer sur l'anticorps. En termes de structure et de nomenclature, ce qui est aussi intéressant et important, c'est de voir que les anticorps monoclonaux peuvent être entièrement animaux, ils peuvent être également chimériques et ils peuvent être entièrement humanisés ou humains. Et ce qui est important, c'est qu'en fonction de leur taux d'animalité ou d'humanisation, ils vont avoir un potentiel immunogène qui est différent. Donc plus ils sont d'origine animale et plus ils vont avoir un haut potentiel immunogène, comme ceux qui ont le suffixe OMAB, qui sont des anticorps à 100% murins, alors que ceux qui sont 100% humains, avec le suffixe UMAB, vont avoir une immunogénicité qui est plus faible. On peut, en décomposant le nom des molécules, retrouver pas mal de choses. Par exemple, le rituximab, donc la première syllabe, c'est le nom de la molécule. La deuxième, c'est le pourquoi il a été conçu, donc initialement à visée anti-tumorale. La troisième, justement, renvoie à ce potentiel d'immunogénicité en fonction du caractère humain ou animal. Donc là, c'est un anticorps chimérique, homme-souris. Et donc, en dernier, on rappelle qu'il s'agit d'un anticorps monoclonal. Les indications des MAB donc, concernent principalement le traitement des tumeurs solides et l'oncohématologie. Donc, par exemple, le rituximab, qui est un anti-CD20 très utilisé dans les hémopathies lymphoïdes B. Également, une utilisation importante dans les maladies auto-immunes, par exemple l'infliximab, qui est un anti-TNF utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde et dans la maladie de Crohn, ou encore le natalizumab, qu'on utilise dans les scléroses en plaques. On a aussi une utilisation en péritransplantation et en traitement anti-rejet, par exemple le basiliximab, qui est un anti-récepteur de l'interleukine 2. Et dans les maladies infectieuses, on a de plus en plus d'indications. Et puis, donc, par exemple, vous avez le palivizumab qui est un anti-VRS, ou plus récemment, vous avez, je pense tous entendu parler de sotrovimab, qui est un anti-SARS-CoV-2. Et ça, c'était une classe déjà en pleine expansion avant l'avènement du Covid. Alors, l'indication des MAB en réanimation, il y a peu d'indications qui soient réellement propres à la réanimation, mais il y a quand même quelques exemples de pathologies qui seront très volontiers soit diagnostiquées avant l'entrée en réanimation ou à l'entrée en réanimation, et dont le traitement va devoir être initié bien souvent en réanimation. Donc, on a parlé des microangiopathies thrombotiques qui sont un bon exemple, que ce soit pour le purpura thrombotique, thrombocytopénique, ou encore le syndrome hémolytique et urinique atypique. Et donc, M. Copeau a vraiment extrêmement bien parlé donc, du PTT, et on peut souligner qu'il y a donc rien que dans cette indication-là 2 anticorps monoclonaux que nous serons forcément amenés à utiliser. Donc, on peut citer le rituximab donc, pour limiter la production d'anticorps anti-Adamstrem, qui donc a une très bonne efficacité dans ce domaine. Le caplacizumab, qui donc est un anti-facteur von Willebrand
qui va agir comme un anti-adhésif plaquettaire pour inhiber donc la formation de microthrombie. Et puis donc dans l'autre catégorie, une des autres catégories de microangiopathies thrombotiques que sont les syndromes hémolytiques et uriniques atypiques, on a l'éculizumab, comme l'a dit Mathieu Baldassini, qui donc est un anti-C5, donc anti-fraction du complément, qui est extrêmement efficace dans les syndromes hémolytiques et uriniques atypiques. Donc c'est pour nous, réanimateurs, quelque chose qui nous concerne, cette famille des MAB. En dehors de ça, on a également des indications oncologiques, et donc il se peut très bien, et il est fréquent dans certaines réanimations, de débuter un traitement antitumoral en réanimation. On peut citer l'exemple du rituximab dans, par exemple, le lymphome B diffus à grande cellule, puisque en début de prise en charge, il est quand même fréquent que les patients aient des défenses d'organes, que ce soit par compression tumorale, que ce soit par syndrome de lisse tumorale spontanée et ou majoré par le traitement antitumoral qui débute. Et puis on a également quand même nos indications auto-immunes presque propres, puisque par exemple les vascularites en cas peuvent donner des hémorragies intraalvéolaires, et que dans ce cadre-là, on peut être amené à utiliser là aussi, par exemple, le rituximab. Donc pour nous réanimateurs, les MAB sont quelque chose d'important. Bien évidemment, il n'y a pas que le problème des indications des MAB, et on va être encore plus souvent confronté à des effets indésirables graves des MAB, qui sont donc plus fréquents que les indications et qui sont en augmentation, puisque donc la pharmacopée des MAB a tendance à augmenter au fil du temps, mais les indications ont aussi tendance à augmenter par rapport à des molécules qui sont déjà connues et utilisées, mais qui commencent à se préciser. Par exemple, le rituximab a un nombre d'indications qui est infiniment supérieur à celui qu'il avait il y a encore 10 ans. Donc, les effets indésirables graves, on peut déjà d'un point de vue chronologique les séparer en deux choses qui sont un peu distinctes, qui donc d'une part sont les effets immédiats, qu'on pourrait dire liés à la perfusion, donc souvent suite à la première ou aux premières administrations, avec notamment des relargages cytokiniques et des réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, avec distinguer des effets indésirables, je dirais différés. On va avoir des complications infectieuses, mais aussi des complications des immunothérapies. Là, c'est quelque chose d'assez important et spécifique sur lequel on va revenir. Alors, si on regarde pour les effets indésirables immédiats, on peut aussi dire liés à la perfusion des anticorps monoclonaux, donc c'est une fréquence qui est élevée, et donc parmi les molécules pour lesquelles c'est le plus fréquent, on note le rituximab et l'alemtuzumab, qui est un anti-CD52, qu'on appelle aussi le Plampat. Et là, il y a plus de 50% d'effets indésirables immédiats, donc liés à la perfusion de ces traitements. Au deuxième rang, on trouve le trastuzumab, donc notre herceptine, qui donne aussi 40% quasiment de réaction immédiate à la perfusion. Le délai, il est très court, il est souvent de 30 à 120 minutes, donc c'est souvent pendant la perfusion elle-même, et on peut l'avoir quand même jusqu'à 24 à 72 heures après l'administration, surtout quand l'injection est sous-cutanée. La gravité, elle est extrêmement variable, cette gravité immédiate, mais elle peut parfois conduire à une indication de prise en charge en réanimation, et elle est parfois liée à l'efficacité du traitement. Par exemple, dans le rituximab, plus il y a de lymphocytes B pathologiques, et plus on va avoir ce genre d'effet, notamment par du relargage de cytokines. Alors justement, premier mécanisme incriminé sur les effets indésirables immédiats des MAB, donc lors de la perfusion ou juste après la perfusion, ce qui peut parfois d'ailleurs faire discuter d'administrer volontairement la première perfusion en réanimation s'il y a des facteurs de risque ou s'il y a d'autres complications attendues, par exemple un syndrome de lisse tumorale. Donc le MAB va entraîner, par l'atteinte des lymphocytes B, par exemple dans le cas du rituximab, un relargage cytokinique. Et donc tous ceux qui ont fait du rituximab savent que, surtout sur les premières administrations, il est important d'administrer une prémédication systématique qui en général comprend du paracétamol et une corticothérapie. Donc les symptômes sont souvent ceux d'un CIRS avec toutes les gravités possibles. On peut avoir fièvre, frisson, hypotension artérielle répondant ou non au remplissage vasculaire, dyspnée, nausée, et en plus de la corticothérapie qui est quasiment systématique, le tocilizumab a été proposé justement à cause de ce relargage cytokinique qui est plus ou moins important. Dans les autres mécanismes, donc on a des réactions anaphylactoïdes qui sont probablement les plus nombreuses.
donc ils ne sont pas médiées par les IgE, c'est celles qui ont la physiopathologie la plus mal connue. Et là, on a un peu de tout, hein, donc du bronchospasme, des réactions urticariennes, des atteintes hémodynamiques. Et on essaye de les distinguer, mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'elles se présentent un peu pareil, des réactions anaphylactiques vraies, qui elles sont médiées par les IgE, et donc les IgE vont induire une dégranulation histaminique par les mastocytes. Et donc c'est la seule d'ailleurs contre-indication formelle à la réadministration du traitement. Voilà. Alors que normalement, une réaction anaphylactoïde ne l'est pas. Mais c'est très dur des fois de faire la part des choses entre les deux, et ça peut justifier un avis spécialisé à l'ergologie. Alors, dans les autres effets indésirables, on aura encore plus affaire aux effets différés, puisque les effets indésirables immédiats sont quand même souvent de mieux en mieux connus et de mieux en mieux prévenus. Dans les effets différés, il y a deux grosses choses. Déjà, c'est les complications infectieuses et les complications des immunothérapies. Et globalement, en fonction des anticorps monoclonaux, certains vont avoir clairement, donc, notamment certaines thérapies ciblées, donc un effet immunosuppresseur, c'est le cas du rituximab, de l'infliximab, de l'éculizumab dont on a parlé, qui est un anti-complément, et donc là, on aura donc des pathologies induites qui sont essentiellement infectieuses et éventuellement, sur du plus long terme, tumorales. Et de l'autre côté, on a des immunothérapies qui sont aussi le fruit d'anticorps monoclonaux, mais qui ont un effet clairement pro-inflammatoire. Et donc, c'est des médicaments comme le nivolumab, le pembrolizumab ou l'ipilimumab. Et ça, on va en parler après l'immunosuppression. Donc, l'immunosuppression et le risque infectieux. Donc, globalement, on a un panel d'anticorps monoclonaux qui nous permettent de cibler énormément de choses dans le système immunitaire. C'est vrai pour l'immunité innée. On peut citer l'exemple de l'éculizumab qui cible la fraction C5 du complément. L'infliximab donc, est un anti-TNF, mais on a également la possibilité de cibler les lymphocytes T, CD4, les lymphocytes T CD8, et les lymphocytes B, donc les principaux acteurs de l'immunité adaptative. Et on peut le faire concernant l'immunité cellulaire, donc sur les lymphocytes T CD8, on peut le faire sur les effecteurs de l'immunité humorale, donc sur la production d'anticorps en s'attaquant aux lymphocytes B. Tout ça de façon plus ou moins spécifique en fonction de l'antigène visé. Alors les complications infectieuses des MAB, et ça on en aura forcément beaucoup en réanimation, un nombre variable selon ce qu'on a comme recrutement de patients, mais qui globalement est en augmentation. Les infections apiogènes, globalement le surrisque est quasi constant pour les MAB qui ciblent une partie du système immunitaire. Simplement, le micro-organisme et le site infectieux incriminé va varier en fonction de la molécule utilisée. Et en parallèle de ça, en plus de ça, on va avoir des infections de l'immunodéprimé qui, elles, vont beaucoup dépendre du mode d'action du MAB. Donc, en prenant quelques exemples, donc, par exemple sur le lymphocyte B, donc un grand chef de file, le rituximab, on va avoir une déplétion lymphocytaire B qui est des fois complète, hein, et qui dure volontiers 6 mois, 1 an, voire des fois davantage suivant la durée du traitement. Et donc on va avoir les risques liés à celle de la baisse de l'immunité humorale, donc d'un défaut de production d'anticorps, avec donc, des infections bactériennes, notamment à apiogènes, des pneumopathies à pneumocoque, mais également des mycobactéries atypiques. Et au niveau viral, dans les choses à connaître, on peut avoir des réactivations virales B, donc des hépatites B qui réapparaissent chez des gens qui étaient supposés guéris de leur hépatite B. On a aussi donc l'alemtuzumab qui touche non seulement les lymphocytes B, mais aussi les lymphocytes T, donc c'est un anti-CD52. L'alemtuzumab, c'est un petit peu le bulldozer des hémopathies lymphoïdes comme traitement innato, donc c'est pourvoyeur de quasiment toutes les pathologies possibles en ce qui concerne l'immunité lymphocytaire. Donc on cumule les risques liés à l'immunité humorale et l'immunité cellulaire ABC, avec des infections bactériennes, notamment infections urinaires entérocoques par exemple, des infections pulmonaires, des listérioses, des tuberculoses, des nocardioses, des pneumocystoses, des réactivations virales avec CMV, HSV et VZV. On a également des LEMP, donc des leucoencéphalopathies multifocales progressives par réactivation de JC virus. On observe également des toxoplasmoses
cérébrale ou disséminée, donc énormément de choses et un risque infectieux qui est majeur avec la lenalidomide. On peut également donc cibler les lymphocytes T CD4 et là on aura un déficit qui va être un petit peu VIH-like, et on va retrouver certaines des infections du VIH, par exemple avec le basiliximab, donc sur les risques liés à la baisse de l'immunité cellulaire. On peut retrouver donc, des nocardioses, des candidoses invasives ou sur des sites qu'on ne devrait pas retrouver chez les immunocompétents, l'œsophagienne par exemple, des toxoplasmoses et puis des réactivations CMV. On a aussi un profil un peu proche avec le natalizumab, qui est un traitement de la sclérose en plaques, qui n'est pas un traitement de première intention, mais dont on se méfie énormément en termes de complications infectieuses. Et donc, on a une inhibition du passage des lymphocytes T CD4 vers le système nerveux central, ce qui est à l'origine des effets espérés bénéfiques dans l'insecte, mais qui sont en fait assez faibles, et qui par contre donnent beaucoup de complications infectieuses, avec notamment des pneumopathies bactériennes, des mycobactéries atypiques, des pneumocystoses, des LEP, donc comme dans le VIH, des réactivations CMV, HSV, VZV, des cryptosporidioses, donc là aussi un rappel type VIH, et puis des toxoplasmoses de forme cérébrale ou disséminée. Et puis enfin sur l'immunité innée, on a aussi donc, par exemple sur l'infliximab qui va agir non seulement sur les cellules de l'immunité innée comme monocytes, macrophages et neutrophiles, mais qui a aussi un rôle sur l'immunité adaptative. On va avoir un surrisque d'infection bactérienne par diminution de la réponse TH1. Et il y a des choses un peu plus spécifiques dont je vais dire un mot, c'est le risque tuberculeux avec les anti-TNF, puisqu'on a une inhibition de la formation du granulome. Il y a aussi d'autres infections intracellulaires qui sont plus fréquentes comme la listériose, et donc des sepsis, notamment cutanées, qui vont être possibles, en plus d'infections de tous ordres, fongiques, virales et parasitaires. L'éculizumab, lui, s'il y a un risque particulier à retenir, donc il cible l'immunité innée, mais il a un surrisque bactérien encore plus important au niveau du méningocoque. Donc on a un risque de méningococcémie, une méningite méningocoque, qui est beaucoup plus important sur l'éculizumab, et c'est extrêmement important de le prévenir en pensant à vacciner les gens et en pratiquant une antibioprophylaxie qui doit être systématique. Donc si nous, par exemple, on vit ici en réanimation pour un SHU atypique, il faudra de même penser à faire la prophylaxie, à l'antibioprophylaxie et la vaccination. Alors sur les anti-TNF, il y a des profils un petit peu particuliers. Donc on a dit que ça pouvait donner des infections mycotiques, histoplasmose, coccidioïdomycose, un surcroît de bactéries intracellulaires dont les mycobactéries et le BK, des listérioses, des légionelloses. On a également un surcroît de leishmaniose et une réactivation virale type VZV. Alors, chose particulière, donc les anti-TNF-alpha sont des gros pourvoyeurs de réactivation tuberculeuse, avec parfois quand même des patients qui arrivent en réanimation, que ce soit pour des motifs respiratoires comme ici, sur une pleurésie tuberculeuse avec des répercussions sur l'hématose. Il faut noter que les formes thoraciques sont minoritaires dans les réactions, dans les réactivations sous anti-TNF, alors que les formes extrathoraciques sont prédominantes avec plus de 60% de formes extrathoraciques. Avec ici une tuberculose ganglionnaire, ici une miliaire tuberculeuse, une spondylodicite tuberculeuse avec un mal de Potts, et puis une infection à tropisme neuroméningique. Donc beaucoup de formes extrathoraciques. Pour ce qui est du tocilizumab, dont on a beaucoup parlé à un moment pour le Covid, alors le tocilizumab, c'est pas gratuit non plus en termes d'effets secondaires, puisque on a un taux, donc par exemple chez les patients traités pour polyarthrite rhumatoïde, un taux de complication qui est quand même loin d'être faible, avec 5 infections graves par personne année. Donc vous pouvez estimer que tous les ans, on a 5% de risque sous tocilizumab de faire une infection grave, volontiers des pneumonies bactériennes, mais également des germes intracellulaires comme le mycoplasme, les infections fongiques. Et particularité à connaître pour nous réanimateurs, c'est qu'on peut très bien faire un sepsis grave ou un choc septique avec initialement une fièvre masquée et pas d'élévation de la CRP, parce que cette interaction, cette inhibition du récepteur de l'IL6 va faire qu'on n'aura pas de fièvre et volontiers pas de CRP. Donc c'est un piège diagnostique pour nous. Alors, autre penchant des MAB, en termes d'effets secondaires, c'est les complications des immunothérapies. Et donc les immunothérapies, là on aura donc un effet pro-inflammatoire avec des atteintes d'organes,
qui peuvent être notamment pulmonaires, coliques, cardiaques. Et donc ces immunothérapies, donc les MAB concernés, sont ce qu'on appelle des checkpoint inhibitors, donc des inhibiteurs de points de contrôle du système immunitaire, par exemple le nivolumab. Et donc les effets secondaires induits, ça c'est important, c'est quelque chose qu'on connaît moins, c'est les immune-related adverse events, donc les effets indésirables immuno-induits. Donc comment ça fonctionne, c'est que donc les lymphocytes ont des récepteurs qui permettent de les réprimer et qui sont normalement utilisés par les cellules présentatrices d'antigènes quand elles veulent protéger les antigènes du soi. Donc PD1 notamment, et c'est voilà, PD1 et CTLA4 sont donc des récepteurs qui vont pouvoir inhiber le lymphocyte T et qui sont détournés par la cellule tumorale pour pouvoir réprimer les lymphocytes T. Donc c'est une de leurs façons, une de leurs nombreuses façons d'échapper au système immunitaire. Et donc on a créé donc, des anticorps monoclonaux capables de cibler donc soit CTLA4, soit PD1 ou alors le ligand de PD1 qui est PDL1. Donc par exemple PDL1 peut être ciblé par l'atezolizumab que vous avez ici, PD1 par le nivolumab et le pembrolizumab dont vous avez entendu parler pour plusieurs pathologies tumorales parmi les traitements relativement récents, et CTLA4 peut être ciblé par l'ipilimumab. L'indication oncologique, comme vous le savez, concerne notamment le mélanome métastatique dont le pronostic a été transformé sur les dernières années, ce qui là aussi fait qu'on aura davantage de patients dans les années à venir traités par les MAB en réanimation. Ça concerne également les carcinomes bronchiques, notamment à petites cellules, et les carcinomes urothéliaux. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres, les cancers ORL en font partie. C'est en pleine expansion, et donc on découvre des indications oncologiques de plus en plus au fil du temps. Et donc, ces inhibiteurs de points de contrôle du système immunitaire vont entraîner une réactivation immunitaire des lymphocytes T et, par extension, des lymphocytes B, puisque les lymphocytes T, notamment le CD4, pilotent beaucoup de choses. Et donc, on va avoir des immune-related adverse events, donc abrégé IRAE. Et en fait, ce sont des atteintes d'organes qui sont vraiment d'un mécanisme auto-immun. Donc c'est un peu particulier, c'est vraiment les anticorps qui sont à l'origine de ça par la mise en jeu de cette réactivation lymphocytaire. C'est plus fréquent avec les anti-CTLA4 et on a des toxicités de grade 3 à 4, donc déjà sévères, pour 10 à 18% des patients traités par anti-CTLA4. Donc c'est pas peu, c'est quand même beaucoup, et donc plus on va avoir de patients traités, et plus on va forcément en rencontrer en réanimation, en sachant que des fois on passe à côté du diagnostic. On va voir aussi pourquoi. C'est un petit peu moins que les anti-PD1 puisqu'on est autour de 7 à 12%. Alors parmi les atteintes, les plus graves concernent notamment les poumons surtout et le cœur. Donc les atteintes pulmonaires, c'est quand même 3 à 5% des patients traités, avec souvent des pneumopathies interstitielles diffuses. On a également des pneumopathies organisées, et dans quand même 1% des cas, c'est des grades 3 à 5, donc des atteintes graves. Un délai moyen qui est pas du tout immédiat, c'est 2 à 7 mois après le début du traitement. Et bien évidemment, pour nous, ça pose, en tant que réanimateur, le problème du diagnostic différentiel, puisqu'on peut le prendre pour une décompensation cardiaque chez quelqu'un qui a par exemple été hyperhydraté pour sa chimio. On peut évidemment penser que c'est une pneumopathie infectieuse, y compris à germe opportuniste, et éventuellement penser que c'est une lymphangite carcinomateuse. Donc le risque pour nous, c'est de passer à côté, de le traiter d'une façon inappropriée, voire de dire « Ah bon, non, c'est une lymphangite carcinomateuse, moi je ne fais pas ». Donc il faut vraiment être très prudent, et on a vraiment à penser à cette éventualité chez les patients qui sont traités par ça. Donc autre atteinte grave, peu fréquente, de l'ordre de 1%, c'est l'atteinte cardiaque, avec des authentiques myocardites de mécanisme auto-immun, un délai qui est souvent plus court, ça peut survenir dès la deuxième injection, et c'est une atteinte qui est sévère, avec peu de séries dans la littérature, puisqu'elle n'est quand même pas hyper fréquente, mais c'est à connaître. Et puis il y a des atteintes qui sont en règle moins graves, mais fréquentes, par exemple des atteintes digestives, avec notamment une diarrhée induite, très fréquemment par les anti-CTLA4. Là aussi, ça pose le problème des diagnostics différentiels. Donc, est-ce que c'est une colite ACMV? Est-ce que c'est une colite à Clostridium difficile? Donc, tout ce problème-là aussi, des diagnostics différentiels possibles. Et au niveau cutané, on a quand même 30% d'atteintes
qui en général ne sont pas très graves, mais on a de tout. On peut avoir des Stevens-Johnson, des Lyell, des Dress syndrome, ou encore des pemphigoïdes sous anti-PD1 ou anti-PDL1, qui eux se traitent relativement bien par corticoïdes topiques. Autres atteintes possibles, moins fréquentes, donc au niveau neurologique, on a des polyradiculonérites aiguës induites par ces immunothérapies. On peut également avoir des méningites lymphocytaires, des Press syndrome et des myélites. Au niveau néphrologique, on peut avoir des atteintes tant interstitielles que glomérulaires qui sont là aussi immuno-induites et qui fonctionnent un peu comme des maladies auto-immunes, à tropisme rénal. Alors les principes de traitement finalement sont relativement simples si on pense aux maladies auto-immunes. C'est l'arrêt de l'immunothérapie très tôt, dès le grade 1 à 2, une corticothérapie qui est quasi systématique à partir du grade 2, et un traitement de la dysfonction d'organes, bien sûr. Et c'est là forcément, de temps en temps, on en verra, notamment sur les atteintes, je pense, respiratoires, c'est ce qu'on a le plus de chances de voir, nous, en réanimation, avec tous les problèmes de diagnostic différentiel que ça peut poser, et le risque de passer à côté. Le pronostic, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la survenue des IRAE, donc des Immune-Related Adverse Events, c'est très souvent chez des patients bons répondeurs, voire très bons répondeurs à leur traitement. Parce que s'ils ne répondent pas, il n'y a pas d'effet secondaire de ce côté-là. Et je caricature un peu, mais c'est ça. Et l'évolution attendue, c'est le plus souvent réversible, ce qui fait qu'il faut toujours envisager la réanimation dès lors qu'on est face à une atteinte grave et qu'on pense que ça peut être ce mécanisme-là. Attention aussi à la persistance ou à la recrudescence de la symptomatologie, puisque en mode auto-immun, il y a un effet mémoire du système immunitaire, donc on a des fois une relative autonomisation de la maladie, malgré la suspension ou l'arrêt du traitement. La corticothérapie est à poursuivre parfois plusieurs mois, donc par exemple dans les atteintes de type myopathie interstitielle, on a un minimum de 6 semaines de corticothérapie qui est recommandée. Alors en termes d'atteinte d'organes, donc là on sort des complications des immunothérapies, donc il y a aussi bien sûr des atteintes qui sont induites par l'antigène, l'antigène ciblé par l'anticorps, et donc on peut citer les effets cardiovasculaires, notamment des anti-VEGF, par exemple le bevacizumab qui est l'Avastin. On aura donc des hypertensions artérielles plus ou moins sévères et parfois des poussées presque malignes, des infarctus du myocarde, des AVC qui sont possibles. Sous anti-HER2, donc sous Herceptine, on a des dysfonctions ventriculaires gauche qui sont décrites parce qu'il y a des HER2 est exprimé par les cardiomyocytes, donc on peut l'avoir, donc des décompensations cardiaques sous trastuzumab, qui sont généralement réversibles. C'est aussi pour ça que c'est bon de les connaître et de savoir qu'on peut être amené à en prendre en charge en réanimation. Et puis il y a des atteintes cutanées, notamment sous anti-EGFR, comme le cetuximab, des atteintes acnéiformes. En général, ce n'est pas des patients qui ont des gravités qui les poussent en réanimation, mais il faut surtout savoir que ça existe. Alors cette fois, maintenant que j'ai beaucoup parlé des MAB, je finis sur les MIB. Alors les MIB, c'est une classe qui est beaucoup plus petite. Ce ne sont pas des anticorps monoclonaux. Les MIB sont des inhibiteurs du protéasome, notamment le bortezomib qui est leur chef de file historique, et le carfilzomib qui est un des traitements anti-myélomateux plus récents et qui donne une inhibition irréversible du protéasome. Ces traitements ont un effet pro-apoptotique et les cellules myélomateuses semblent particulièrement sensibles à cet effet pro-apoptotique, ce qui explique leur utilisation. Leurs effets indésirables, là aussi, on peut être amené à en rencontrer en réanimation, puisqu'il y a notamment des effets cardiovasculaires, avec des dysfonctions ventriculaires gauche, des hypertensions artérielles, des atteintes coronariennes. Au niveau hématologique, on a des cytopénies qui peuvent intéresser les 3 lignées, mais en particulier des thrombopénies centrales, et à noter qu'on peut avoir des thrombopénies périphériques sur des authentiques microangiopathies thrombotiques induites par le carfilzomib. C'est plus récent, mais ça a été montré aussi. On a des atteintes neurologiques plutôt périphériques, avec des polyneuropathies sensitives, avec une dysautonomie qui est possible. Et on a évidemment un lot de complications infectieuses associées. Alors, vu les patients concernés, on a principalement, donc déjà les complications infectieuses surviennent surtout dans les 2 à 4 mois qui suivent l'initiation du traitement. Parce que là, on a encore l'effet immunologique du myélome lui-même, et on a l'effet du traitement qui se rajoute avec son effet inhibiteur sur l'immunité. Et au niveau bactérien, on va avoir plutôt de l'Escherichia coli pour les infections à gram négatives qui sont quand même en première position, mais suivies très près par le pneumocoque
et l'hémophilus en bonne partie lié à ce terrain myélomateux par l'atteinte de la fonction humorale. Et donc, au niveau viral, on a également quelques complications, notamment d'ordre herpétique, avec des réactivations de type HSV, des hépatites, incluant des réactivations virales B ou éventuellement quelques atteintes hépatiques par les virus de la famille herpès de temps en temps, et des infections avec des virus du panel respiratoire de tout type. Donc en conclusion, pour les NIB et les NAB en réanimation, on note que leur utilisation est croissante, avec l'amélioration du pronostic des patients qui sont traités par ces thérapeutiques, que ce soit notamment dans le domaine de la cancérologie, de l'immunologie, de la transplantation ou de plus en plus dans le cadre des maladies infectieuses. Il est donc vraiment important, je pense, pour nous de connaître et de savoir prendre en charge les effets secondaires en réanimation. On s'attend, je pense, plus volontiers à avoir des effets liés à l'immunosuppression, à des infections. Ça, on est un petit peu préparé à ça et rodé à ça. Mais il ne faut pas oublier aussi les choses qui jusque-là étaient moins décrites, mais sur les effets pro-inflammatoires, avec l'importance des immunomolécules adverse events, par exemple, qui sont de gravité variable, mais qui peuvent parfois complètement justifier une réanimation. Et il faut rappeler que c'est une réversibilité fréquente chez des patients dont le pronostic est parfois très bon, et qu'on doit vraiment, je pense, prendre en charge en réanimation de façon pleine et entière. Donc ça, il faut vraiment y penser. En termes de perspectives, donc les anticorps monoclonaux ouvrent aussi des perspectives en termes de traitement anti-infectieux, dont le SARS-CoV-2, mais c'est loin d'être la seule chose. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des recherches très intéressantes qui avaient débuté, qui ont été un peu occultées par le SARS-CoV-2 sur les anticorps anti-pseudomonas, anti-staphylococcus aureus, alors que justement, des fois, on est en peine de trouver des antibiotiques efficaces chez certains d'entre eux, surtout le pseudomonas par exemple. Et puis aussi, il y a des perspectives thérapeutiques, des checkpoint inhibitors, donc c'est des traitements qui vont restimuler l'immunité, par exemple dans le cadre de l'immunosuppression post-sepsis. Donc important de penser aux essais cliniques aussi en réanimation concernant les NAB notamment. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et puis je remercie tous ceux qui m'ont formé sur ces thématiques-là, dont mes collègues à Strasbourg et ceux que j'ai connus aussi à Saint-Louis quand j'étais à Paris et à Colmar quand j'étais à Colmar. Voilà. Merci beaucoup. Quelques questions? On vous fait un parce qu'on n'a pas attrapé le retard. Quelques questions? Moi, oui. Je ne sais pas si c'est exprès, mais tu n'as pas parlé de l'Itosi. Et je pense que c'est l'anticorps monoclonal qu'on a plus utilisé en réanimation les derniers 2 ans. À l'hôpital, ils ont fait énormément de malades. Et on était très confrontés à ça, je dois dire. Il y a 0 DCP à moi. Et les malades qui sont faits après 2 mois de ventilation. Maintenant, on a drainé des malades qui avaient d'autres grandes thoraciques, avec des pleurésies purulente bilatérale, avec des bactéries multirésistantes qu'elle n'avait jamais eues, et multiples adénopathies nécrosantes qu'on n'avait jamais vues. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport, ou est-ce que c'est des malades qui ont été 2 ou 3 mois ventilés? C'est là où c'est très dur de dire si c'est tocilizumab ou pas. Moi je pense que oui, je pense que ça a eu un impact, mais c'est comme mon avis personnel et comme on n'a pas non plus fait 2 groupes pour étudier spécifiquement la survenue de complications infectieuses respiratoires particulières de cet ordre-là, c'est difficile de conclure. Mais moi je pense que l'utilisation un peu facile du tocilizumab à une certaine époque était peut-être pas une si bonne idée. C'est ce que je dirais, mais ça n'est que mon avis. Les malades beaucoup qui viennent chez nous avec un traitement ciblé, comme ça, ils viennent pour des complications, donc on arrête l'immunothérapie, on ne peut plus la reprendre après. En général, on ne la reprend pas parce que c'est vraiment un gros pourvoyeur de maladies organiques, de mécanismes auto-immuns. Ce qui est plus difficile, c'est de statuer sur l'imputabilité. Donc déjà, il faut être sûr que ce diagnostic-là et pas un autre, ce qui pose tout le problème de l'étiologie de l'atteinte respiratoire. Elle peut aussi être infectieuse, elle peut aussi être d'origine spécifique liée à la maladie. Donc le plus gros problème, il est là. C'est souvent un peu l'évolution qui le dit, mais
c'est vrai qu'il y a un trop gros risque de reflamber des symptômes si on pense que c'est une immunorélatine adverse event. Donc là, il vaut mieux arrêter le traitement et soit en changer, soit... L'étape suivante, c'est revenir à l'ancienne avec chimiothérapie. ou en trouver un autre, parce qu'ils ne feront pas forcément d'atteinte auto-immune sur, si par exemple c'est PD1, on peut peut-être essayer anti-CTLA4, ils ne feront pas forcément les mêmes choses. Alors là, j'aimerais bien qu'il y ait un oncologue dans la salle pour m'aider, parce que je ne connais pas leur algorithme par cœur, mais ça ne contre-indique pas toute immunothérapie. Hein, ça incite à changer de stratégie, mais heureusement, il y en a quand même plusieurs. On va dire au moins 2, puisqu'il y a la voie PD1 et il y a la voie CTLA4. On peut moduler un peu comme ça aussi. Une autre question. Et, récemment, on discutait un patient qui a fini pour le ventiler avec une neuropathie suite probablement à l'immunothérapie, un mois d'évolution, patient très hypoxique, LVA, etc. On finit pour mettre corticothérapie à bonne dose, ne répond pas. On commence à s'espérer une dizaine de jours plus tard. Il faut maintenir dans la diapo plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, alors... Il faut se donner des temps avant de... Oui, parce que ça ne peut pas régresser tout de suite. Là, c'est vraiment très variable et c'est pas encore connu au point qu'on puisse dire qu'au bout de 15 jours, par exemple, c'est forcément pas ça. Il y a encore beaucoup de travaux à faire là-dessus, je pense. Et comme d'habitude, les patients de réanimation qui sont quand même une population particulière du fait de sa gravité, on ne peut pas dire qu'on soit tellement bien informé sur cette population-là, sur nos malades en fait. Donc il faut vraiment continuer les études sur eux. Et il y a certainement des situations où il faut une corticothérapie prolongée. Et il y a certainement d'autres stratégies thérapeutiques qu'il faudra envisager si on part du principe que c'est auto-humain. Après tout, on n'a pas que les corticoïdes. Donc peut-être un autre mal, on peut mettre le réflexional. J'ai vu les dossiers pour le retour. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et de mettre des maths partout. Mais par contre, effectivement, il y a encore de la place pour des investigations parce que pour l'instant, on reste un peu basique là-dessus. On arrête le traitement, on met des corticoïdes et puis on voit ce qui se passe. Il y a sûrement d'autres choses à faire. Merci. Avec plaisir.